Vendredi 25 juillet, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour le Grand Prix de Belgique 2025, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps de rejoindre notre collaborateur du vendredi. Il est le descripteur analyste des courses de Formule 1 à la GTCQ.tv, mais il est avant tout un pilote de la division Pro Élite pour nos amis de la team FSR. François Goulet, bon vendredi. Bon vendredi, Martin, c'est le retour à la F1. Retour à la F1, puis ça commence avec un week-end sprint. C'est toujours très, très chargé. Je sais que tu es un grand amateur de cette Ouais. formule-là. Pour prendre tes propres mots, plus de courses, ben, c'est toujours bon pour François. Mais on a déjà de l'action, là. On en a eu aujourd'hui de l'action. Donc, normalement, le vendredi, bah, c'est des pratiques. On les regarde un peu, mais c'est pas ce qu'il y a de plus enlevant. Là, on a déjà eu des petits drames ce matin, en tout cas, du box-office, comme on veut, là. Fait que je suis bien content. Moi, j'adore les week-ends sprint, puis bien content que ça recommence justement à Spa-Francorchamps. Ça risque d'être très excitant ce week-end. Autant que j'aime les séances d'essai libre, peut-être un des seuls qui prend un plaisir à regarder ça et à tirer des analyses, c'est sûr que tu touches le point que c'est du concret. Parce que là, il y a de la compétition, tout le monde est pour le même but. Lorsqu'on regarde des essais libres, il y en a qui font un certain programme, il y en a d'autres qui en font un autre. Mais quand tu parles d'une séance de qualification comme la Sprint Shootout qui vient tout juste de se terminer, ben là, il y a un objectif, puis c'est d'aller chercher la meilleure position possible. Donc, il n'y a pas d'histoire de programme, de moins de carburant, plus de carburant. Tout le monde a des réglages un peu différents, bien sûr, pour tirer le meilleur de leur voiture, mais quand même, l'objectif, ce qui est au-dessus, là, c'est le même pour tout le monde. C'est d'avoir la meilleure position possible sur la grille de départ. C'est drôlement important pour une course sprint, puisqu'on donne seulement des points aux 8 premières voitures qui vont franchir le fil d'arrivée. Fait qu'il y a pas beaucoup de points qui sont distribués le samedi là, pour la sprint. Donc, cette qualification-là, il y a un enjeu. Il y a toujours l'enjeu des pneus aussi. Quelque chose que j'aime un peu moins, le fait qu'on a un train de pneus par session. Donc, on prend le médium en Q1, médium en Q2. Déjà là, ça fait un peu bizarre de voir des voitures se qualifier sur les médiums. Puis après ça, ben, bien sûr, on fait la Q3 avec un train de pneus tendre. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet du week-end de course, comme on le fait toujours, bien sûr, c'est parler d'actualité. Une autre chose qu'on fait toujours aussi, ben, c'est saluer l'apport de nos partenaires qui permettent à nos auditeurs d'avoir du contenu gratuit, d'avoir le F1 podcast qui est 100% gratuit, autant sur notre plateforme Facebook que sur tous les épisodes qu'on fait, que ce soit les formules entre deux courses, votre guide qu'on fait ensemble, bien sûr, et les épisodes du retour sur les week-ends de course avec Kevin Fontaine. Eh bien, c'est qui ces partenaires-là? Eh bien, c'est Descartes Incorporé, des spécialistes dans le domaine de la conception d'escaliers, mais aussi vente de matériel. Vous voulez en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire. Vous êtes tanné de débouler les marches ou d'avoir peur qu'un de vos enfants déboule les marches. Bien, ça prend des rampes, ça prend tout ça. Il y a des codes de bâtiments à respecter aussi pour les assurances, toutes ces choses-là. Donc, faut parler avec des professionnels, des cœurs incorporés. Je vous l'assure, c'est les bonnes personnes avec qui parler qui vont vous offrir un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Je trouve ça drôle que tu ris de quelqu'un qui déboule les escaliers. Non, non, mais là, tu parles des enfants qui déboulent les escaliers. On veut pas que ça arrive. Ouais, Et on prend toutes les précautions pour pas que ça arrive. Puis tu es bien content le jour où tu enlèves ces fameuses barrières parce que tes enfants sont assez sécures. Là. Mes enfants sont rendus à un âge où j'ai pas de problème à ce qu'ils montent ou descendent les escaliers, quoi qu'il arrive certains moments où ce qui se excuse-moi, en bon québécois, se pète la gueule, là, mais c'est pas parce que, au moins, ils déboulent pas, là. C'est parce qu'ils n'ont pas ouais. fait attention. Non, non, je comprends cette partie-là où on est toujours nerveux, il faut les surveiller un petit peu, même si je Ah n'en ai pas ouais. d'enfant, j'ai neveu et nièce, puis c'est ça, faut être vigilant, faut leur montrer comment, puis les autres, c'est très téméraire, hein. Aussitôt qu'ils comprennent comment ça fonctionne, là, ils veulent s'aventurer là-dedans. Mais là, toi, t'es peut-être rendu à l'autre étape. Après l'étape des escaliers, c'est l'étape qu'ils veulent monter dans les arbres. Puis Ouais, ouais, bien, bien amené. ça prend des arbres sécuritaires à ce moment-là aussi, savoir que les bonnes branches sont solidifiées. C'est qui qu'on se tourne dans ce moment-là? Bien, c'est les spécialistes de Label Hay, Label Hay qui ont plus de 20 ans d'expérience, non seulement pour couper les haies,
mais aussi les arbres qui les rendent plus sécuritaires. Mais il y a aussi un côté esthétique. Quand on veut une belle cour, on veut recevoir, faire des barbecues et tout ça. Donc, les experts de Labellet. Si vous avez, tu sais, vous voulez avoir les coordonnées de tout ça, vous avez des questions par rapport à eux, bien sûr, les deux entreprises ont des pages Facebook, sont présents sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir déjà ce qu'ils ont accompli, mais vous pouvez aussi communiquer avec moi au F1 Podcast. Ça va me faire plaisir de vous donner leurs coordonnées. Maintenant, actualité. Je t'en parlais avant qu'on commence à enregistrer, François. Mhm. Autant qu'on a enregistré partie 1 entre deux courses ainsi que partie 2. Donc, on a fait plus de 2 heures d'actualité à jaser de ça. J'ai été surpris de voir que ce matin, on avait quand même beaucoup de choses à discuter pareil, qu'on n'a pas traité. Des sujets qui reviennent, mais quand même des nouveaux sujets. Je voulais commencer par la FIA, parce que la FIA a profité de ces 2 semaines de vacances-là pour faire une réunion avec les commissaires, que ce soit avec Monsieur Stefano Domenicali ou avec le directeur la directeur de la sécurité de la Formule 1. Donc, tout ça, on a eu une petite réunion. Un des sujets qu'on a apporté, c'est Mercedes qui a mis beaucoup de pression à cet égard-là. C'est le fameux 2000 $. Ça, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Que lorsqu'on veut porter un protège, là, quelque chose qui nous dérange, un exemple qu'on a eu justement à Montréal, lorsque George Russell a mis les freins devant Max Verstappen sous la voiture de sécurité. Après ça, il y a eu une petite. On s'est un peu disputé de dire, ah, ben, c'est à cause qu'il voulait ben, du côté de Red Bull, plutôt, on dit, ah, il voulait faire prendre une pénalité à Max. Nous, on en avait parlé, on avait nos opinions là-dessus. Puis là, finalement, ben, Red Bull avait lancé un protest. Du côté de Mercedes, on fait juste perdre le temps de la FIA qui est obligée de rester sur place. À nous, nos avocats ou à nos directeurs sportifs qui sont obligés d'emmener des points, de se défendre pour prouver que c'était pas délibéré, sortir les informations, la télémétrie et tout ça. Mais lorsqu'on fait un protest pour une écurie, ça coûte 2000 $ qu'on doit mettre sur la table pour dire, moi, je lance un protège, je reçois une facture avec ça. Du côté de Mercedes, c'est ce qu'on dit, c'est trop bas. Il y a des écuries plus riches en F1, même si on a des plafonds Ouais. budgétaires, qui sont capables de lancer cet argent-là. Ce qu'on veut faire, c'est mettre une certaine restriction de dire que le montant, mettre un pensez-y bien. Je pense qu'il y a des écuries qui peuvent quand même se permettre d'aller très haut, mais c'est vrai que si on commence à soutirer pour la réalité de moi ou de toi ou des gens qui nous écoutent, 2000 $, c'est un pensez-y bien. Mais en Ouais. F1, un 2000 $, c'est, on appelle ça de l'argent de poche, là. T'as ça juste pour aller manger à la cantine sur l'heure du dîner. Fait que c'est ça. Fait que là, on veut monter ces montants-là. Je peux pas te dire c'est quoi le montant où est-ce qu'on veut l'emmener, mais le but, c'est de faire réfléchir. La FIA, bien sûr, eux autres diront pas non à ça. C'est de l'argent pour eux. Puis du côté de Mercedes, ben là, tu sais, George Russell, c'est lui qui a été le plus vocal là-dessus. Ce que je trouve, par exemple, c'est que autant qu'à Montréal, Mercedes s'est dit, ah, c'était niaiseux de contester ça, pis tout ça, sauf qu'on a eu un exemple quelques semaines après où on n'a même pas eu besoin de lancer un protest, puis il y a vraiment eu une pénalité envers Oscar Piastri. Fait qu'est-ce que c'était vraiment si tiré par les cheveux de la part de Red Bull de remettre en question ce que George avait fait d'appliquer les freins de façon aussi brusque devant Verstappen? C'est peut-être plus aussi flagrant que ça n'avait pas de bon sens de protester ça quand on a vu quelques semaines après qu'il y a bel et bien un pilote qui a été pénalisé pour ça, qu'il y avait vraiment bel et bien un règlement, là. Peut-être qu'il n'avait pas étiré l'élastique aussi de façon aussi prononcée du côté de Russell, mais quand même, on voit qu'il y a une réglementation qu'on n'allait pas, c'était pas tant allé à la pêche que ça de la part de Red Bull, là. Ben, quand on avait analysé l'événement de Montréal, je pense qu'on était d'accord aussi, moi, Jean-Christophe, sur le fait que, ben, je pense je sais pas si on l'était tous, là, mais Pas on était mal, ouais, d'accord je sur le pense. fait ouais, qu'il avait été à la pêche, pareil, là, C'est ça. George Russell. Donc, je pense que c'était légitime de la part de Red Bull de faire ça. Puis évidemment, ben, avec ce qui est arrivé avec Piastri, ben là, c'était beaucoup plus, comme tu as dit, beaucoup plus flagrant, tellement flagrant que là, c'est pas besoin de proteste, c'est devant les yeux de tout le monde, c'est pas juste les pensées de quelqu'un tu sais, c'était pas tordu de la part de Piastri, je pense pas que c'était la même intention derrière, là. Il voulait pas aller à la pêche pour faire prendre des points à Verstappen, des points de pénalité, c'est juste qu'il devait pas faire ça, c'était dangereux de faire ça en piste, donc c'était tout à fait justifié. Maintenant, pour ce qui est de monter les frais, on parle que des écuries plus riches que d'autres, mais avec le plafond budgétaire, oui, chaque denier est très important. Il y en a qui ont déjà dépassé le plafond par le passé. Bon, c'était pas 2000 $, c'était plus que ça, mais quand même, rendu là, les budgets sont tellement serrés que tu sois riche ou pas, c'est de l'argent. Puis là, comme tu dis, on ne sait pas le montant qu'ils vont mettre sur ces protèges-là, mais si ça force à réfléchir, ben, ça va peut-être justement forcer les équipes à peut-être faire moins de protèges un peu, puis ça va faire sauver du temps à tout le monde. Puis s'il y a des protèges, ben, ça va être des protèges justifiés encore plus parce que la dépense, ben, elle va avoir été réfléchie.
Je me fais l'avocat du diable dans le dossier, François. Admettons que t'es Ferrari, puis tu fais un coup cochon à l'écurie Haas, admettons. Ouais. Est-ce que ça se pourrait que Haas dise, nous, on n'a pas les moyens de prendre le risque de peut-être que ça fonctionne pas le prototype puis qu'on va laisser tout simplement. Puis là, je donne un exemple peut-être qui est pas très bon parce que Ferrari et Haas ont quand même une relation ensemble. Ouais, il y a ça, là. Ce sera pas ça, mais tu comprends, mettons qu'on Ouais, fait. ouais, là, je euh, comprends. Je euh, comprends où tu je veux vais, en venir avec ça. je vais donner un exemple. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un écart envers la justice entre les plus riches et les plus pauvres? Tu sais, on sait le plafond limite tout le monde, mais il y a quand même, oui, on a tous le même montant, mais il y en a qui n'ont pas nécessairement cet argent-là à dépenser pour des, je vais pas dire des stupidités, mais pour aller à la pêche. On va reprendre notre terme qu'on dit depuis tantôt, là, qu'on aimerait peut-être mieux garder admettons qu'on le met à 20 000, garder ce 20 000 $-là pour le mettre sur notre voiture, que déjà, c'est tellement limité ce qu'on est capable de dépenser puis mettre dans nos évolutions, nos employés, qu'on pourrait pas nécessairement décider d'aller en justice. C'est un peu comme dans la réalité de tous les jours. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'actionner tout le monde, là. Ben, je pense que ça va être un concours de circonstances parce que, mettons qu'il y a des protèges. Si on fait un protest, c'est quoi on veut en bout de ligne. Et s'il y a un gain, tu sais, c'est beau, mettons que c'est 20 000. On s'entend pour 20 000 comme Ouais. chiffre hypothétique, ce n'est pas le bon chiffre, gardez pas ça. Ben, ça va peut-être être ça, on ne sait pas. Mais mettons, on se dit 20 000. Euh, mais si son protège-là à 20 000 peut te faire récolter peut-être un point au championnat qui vaut entre nous beaucoup plus que 20 000 en bout de ligne, ben là, Mhm. ça peut valoir la peine pour une écurie comme Haas ou peu importe laquelle, là, Sauber autant que Ferrari. Donc, je pense que tout va dépendre du gain qu'on peut avoir à faire ce protet-là. Si c'est un protet en fond de grille qui mène à rien, ben là, il va peut-être avoir un pensée-y bien. Mais je crois que si vraiment il y a un gain qui est possible puis que c'est justifié de faire le protet, eh bien, ce 20 000 $-là va avoir été bien investi en bout de ligne. Tu fais bien. J'aime le point que t'emmènes. Puis je rajouterais aussi, peut-être qu'on pourrait faire que si tu gagnes ta cause, que tu n'as pas à débourser le montant aussi. J'allais apporter ça parce que c'est un peu, c'est comme lorsque, tu sais, on écoute le sport, il y a les fameux challenges, là, Oui. au basketball, exemple, si tu as le droit de faire ce fameux challenge-là, on va dire de contester, si on veut, une décision, et si tu gagnes, si tu perds un temps mort et tu n'as plus le droit de contester du restant de la partie. Par contre, si tu gagnes ta contestation, eh bien là, tu perds pas ton temps mort et tu as le droit d'en refaire. Donc oui, j'avais ça en tête, c'est drôle, il y a quelques secondes. Puis je me dis, ah ouais, c'est vrai, si tu gagnes, tu pourrais peut-être ne pas avoir à débourser ces frais-là. Ben, un peu dans le même style, là. Fait que c'est vraiment bien que tu l'amènes parce que ça m'était trotté dans la tête. Ben, au hockey, c'est ça, dans la même image qu'au basket, on va même un peu plus loin. On dit ah ben là, t'as contesté la décision, t'as pas eu gain de cause, ben on dit que t'as fait perdre du temps, donc on te donne un 2 minutes Mhm. pour avoir retardé le match. Là, Ah ben, gars. je dis pas qu'on irait jusqu'à pénaliser l'équipe qui fait perdre du temps à tout le monde. Là, à ce moment-là, la pénalité, ça serait ben là, tu vas avoir une facture plus Ouais, c'est salée sûr, là. évidemment. Mais je dirais que ben, si t'as réussi, t'as eu un gain de cause, t'as même aidé la FIA à dire vous aviez manqué quelque chose, donc à ce moment-là, je vois mal pourquoi on aurait à débourser les montants. Mais ça, c'est mon opinion. On fait juste jaser de ça, mais Ouais, c'est une ouais. situation quand même, c'est nouveau. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, puis on pourra faire du chemin là-dessus probablement dans les prochaines semaines, voire prochains mois, parce que ça risque de rentrer en vigueur probablement pour la prochaine saison, si jamais c'est accepté. Bien sûr, on marche en démocratie, donc on va devoir faire accepter ça par tout le monde, toutes les écuries. Autre dossier qui continue d'avancer. Je vais t'avouer quelque chose. 2025, 2024, lorsque les réglementations de 2026 sont sorties, ça me passait pas mal loin par-dessus la tête. Je regardais un petit peu où ce qu'on s'en va avec l'aérodynamique active, là, où ce que les ailerons vont être capables de s'ouvrir ou se fermer, dépendamment des lignes droites. Donc, on abolit DRS. Je regardais ça. Est-ce qu'on diminue la grosseur des voitures? Bien oui, on la Mhm. diminue. C'est positif. On fait pas encore, on retourne pas aux voitures du temps de Gilles Villeneuve où ce qu'on était capable de rouler 3-4 de large. C'est une déception pour nous, mais quand même, on ferait du progrès là-dedans. On change la dimension des. Tu sais, je regardais ça un peu. Ouais, ouais, Mhm. tu sais, on a vu le modèle. Le modèle est beau, ça passe. Là, c'est pas, on n'en voit pas des. On va citer. Citer c'est quoi? C'est Jean Héroldi. Là. Il n'y a pas de contravention de style dans le nouveau modèle de la monoplace. Là. Ça va encore bien. Là. Ça n'a pas l'air d'une Formule E. Que, soit dit en passant, rien contre la Formule E, mais leurs voitures, je les aime pas tant que ça. Fait que, jusqu'à là, je trouvais que ça restait beau. Tout était beau côté esthétique. Là, on commence à avoir accès à un peu plus d'informations sur ce que les différents, on va dire, Adrian Newey, là, qui travaille là-dessus, lui, il est à temps plein là-dessus, ce qu'on travaille. Ce qu'on s'est fait demander, c'est complètement de laisser tomber ces fameux canaux Venturi là, sous la Mhm. voiture. Ce qu'on fait référence normalement lorsqu'on parle, là, lorsque les gens nous écoutent, on appelle ça l'effet de sol. Donc, tout ce mécanisme-là d'effet de sol, on est en train de balayer ça de la main. Donc, ce qu'on avait
instauré en 2022, ce qui a causé autant de maux de tête à Mercedes de comprendre comment ça fonctionne, ce qui a coûté le poste en F1 à des pilotes comme Daniel Ricciardo, ce qui a causé des problèmes à un gars comme même Kevin Magnussen aussi, Lewis Mhm. Hamilton, cette triple champion du monde. Ça, on est en train de enlever ça du revers de la main. On est en train aussi de dire le côté qu'on avait fait pour développer une certaine parité pour que les voitures puissent se suivre, le centre dans l'air sale de la voiture d'en avant, parce que ce que ça fait, c'est que lorsqu'on faisait l'aérodynamisme par le dessus de la voiture, bien, on vient tellement perturber l'air qui touche la voiture que celui qui vous suit, bien, écope de toute cette turbulence-là. Donc, tout ce qu'on avait réussi à éliminer avec le travail de Ross Brown et tout ça, on est en train de dire aux écuries, ben, oubliez ça l'année prochaine, on retourne au fond plat comme avant. Vous commencerez à faire des sculptures sur le dessus de la voiture. Ça, j'ai trouvé que je suis déçu de voir ça. Tu sais, autant que là, on commençait à comprendre l'effet de sol. La raison pourquoi qu'on va vers là, c'est qu'on dit on est limité. Ça laisse moins de place à la créativité des ingénieurs, justement, comme Adrian Newey, de dire comment qu'on développe des voitures, que les voitures soient un peu différentes aussi. Là, on trouve que les voitures commencent à se ressembler. Ce qui fait le bonheur de certains amateurs de F1 ou même des nouveaux amateurs de dire, ah, les voitures sont un peu semblables, on travaille un peu avec la même chose. Ben, en coulisses de la Formule 1, ça semble pas ce qu'on veut faire. Ça semble qu'on veut revenir à des voitures qui sont bien différentes. Et puis, la raison pourquoi je t'emmène ça, j'ai plusieurs questions pour toi, dont celle-là, Mhm. qu'est-ce que tu en penses, puis tout ça. Mais c'était un suivi sur notre dossier. J'avais lancé la question dans l'entre-deux courses, pourquoi on consulte Lewis Hamilton du côté de Ferrari pour développer une voiture à effet de sol, qui n'en sera plus une vraiment. Mhm. Je trouvais ça bizarre s'il ne comprend pas bien l'effet de sol, puis il y a de la difficulté avec ça, mais tu sais, je cherche toujours à répondre aux questions. On Ouais, peut pas juste lancer des questions en l'air, là. J'ai des casse-têtes, là, puis des fois, il nous manque des morceaux, ben, j'y trouve. Tu sais, comme toi, tu as ouais. des enfants, des fois, il y a des morceaux de casse-tête, faut que tu retrouves avant de fermer la Ouais, boîte, là. c'est clair. Ben, c'est ça, là, je trouve les morceaux de casse-tête. Là, je n'ai trouvé un. Ça répond peut-être à la question pourquoi on consulte Lewis Hamilton. Mais toi, tu penses quoi de tout ça? T'es-tu déçu ou tu regardes ça d'un côté positif qu'on va revenir à ce qu'on avait avant? En fait, je suis un peu 50-50 parce que en fait, en bout de ligne, moi, ce que je désire en tant que fan de F1, c'est un bon spectacle. Puis Mhm. lorsqu'ils ont apporté l'idée de l'effet de sol, puis là, on voyait un peu, hein, tu te rappelles de ces graphiques où on voyait l'air sale, justement, être projeté grâce à l'effet de sol, on allait pouvoir se suivre de plus en plus près. On l'a vu au début de l'avènement de l'effet de sol. Il y avait une belle bagarre, me semble, je pense que c'était à Jeddah entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Ça Oui. suivait, c'était vraiment bien. Mais depuis, plus le temps avance et qu'on avance avec cette technologie-là, euh, l'air sale est de plus en plus présent quand même. Mhm. Donc, on n'a pas vraiment réglé le problème d'entrée de jeu, là. Dire, on pensait qu'on s'en allait dans la bonne direction, peut-être qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Donc, de mon côté, en tant que fan de F1, ce que je veux, c'est vraiment un bon spectacle. Et comment on va y parvenir? Si eux autres lancent des idées, ben c'est bien. Sauf que si on revient à l'ancienne technologie, on va dire, ben les turbulences étaient très importantes. Donc, est-ce que ça serait pas peut-être juste de contrôler, limiter ce qu'on peut faire avec l'auto? Parce que justement, on semblait être dans la bonne direction. Et là, depuis justement, comme je te dis, que ça avance, ben les autos peuvent encore moins se suivre, sont obligés encore de garder une distance pour pas trop surchauffer, il y a l'air sale, pas d'appui aérodynamique, les turbulences, tout ça. Donc, je trouve ça un peu plate c'est un coup d'épée dans l'eau, là, si on veut, là, pour cette technologie-là. Fait que de changer ça, par exemple, pour 2026, me semble que tu sais, je sais pas si c'est récent, cette décision-là, ou si ça fait longtemps que ça se trame, parce qu'en même temps, les gens travaillent probablement sur leur concept depuis un bout. Si on leur dit, hey, finalement, il n'y aura pas d'effet de sol en 2026, ben là, il y a peut-être beaucoup d'argent qui a été investi dans des recherches qui mèneront à rien. Ça mène aussi que ce qu'on développe présentement ne nous servira pas pendant toute l'année prochaine. Ben, c'est ça, là. Autant qu'on Ça a peut être essayé. frustrant, là. C'est ça, on C'est essayait difficile. de créer des liens, des fois, de dire, ah, ce qu'on développe cette année, c'est pas complètement perdu. Oui, c'est une nouvelle technologie, mais on Mhm. construit un momentum. Mais là, ça fait que tantôt, on va en revenir à trajectoire technique, là, Ouais. la gamme d'amélioration qui a été apportée à Spa, parce que c'est pas mal, peut-être la dernière grosse vague d'amélioration que les écuries vont apporter en 2026, là, parce que, je veux dire en 2025, parce que Ouais. si on conserve pas l'effet de sol, puis c'est bel et bien vrai ce qu'on avance. Puis tu sais, j'ai vu Aston Martin, justement, sortir
une belle information là-dessus, là, sur ce qu'on a, là, ça commence à couler. Puis ça va dans ce sens-là aussi. Je me dis, on n'aurait pas écrit là-dessus si on n'était pas sûr de ça. Puis j'ai vu énormément de personnes. Ça a été un gros sujet de conversation dans la dernière semaine. Tout le monde a commencé à parler des fonds plats, des fonds plats. Puis là, ça m'a fait que, bon, j'ai-tu manqué quelque chose? Moi? Comment ça qu'on retourne? On retourne là. Puis là, la première chose que j'ai pensé, j'ai dit, notre questionnement, ben, mon questionnement lancé, mais que tout le monde a participé, bien sûr, que pourquoi qu'on consulte Lewis Hamilton pour quelque chose qui ne maîtrise pas vraiment. Mais là, si on retourne à ce qu'on avait avant, mais ça, c'est probablement quelque chose qu'il maîtrisait mieux, là. Je sais Ouais. pas à quel point il est impliqué dans le développement chez Mercedes, mais il y a des bonnes idées, qu'est-ce qui fonctionnait ou qu'est-ce qui fonctionnait pas, parce qu'il a quand même gagné 7 titres de champion, ben 6 titres de champion du monde dans cette technologie-là, puis il y a 8 titres constructeurs, là. Fait que, il y a une bonne idée comment s'en tirer. Puis encore là, ben, ça va aider le fait que les voitures sont tellement nerveuses en entrée de virage. Justement, ça y a causé des problèmes encore aujourd'hui, on l'a vu, là. Ouais. On le voit aussitôt qu'il rentre dans un virage puis que c'est pas stable, coup de vent ou quelque chose, ben là, ça fait que tout est déstabilisé pour le reste. C'est vraiment sa technique de conduite l'adaptation à ça n'est pas nécessairement si facile que ça pour lui. Ben, il y a L'autre, l'effet de sol. Ben, pour finir oh là-dessus, oui, vas-y, puis vas-y. Martin Brundle en parlait tantôt, les autos, justement, à cause de l'effet de sol, sont tellement, tu sais, sont collés à la piste, mais aussitôt que tu perds le contrôle avec ça, puis c'est de même qu'il l'a expliqué, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je réfléchissais à ça même avant même qu'il en parle. Aussitôt que tu perds le contrôle, C'est tu es fini. déjà bien au-delà de tes capacités de pouvoir la récupérer. Tu la perds, c'est terminé. Tu Mhm. sais, parce que c'est tellement pointu que aussitôt que la voiture décroche, il n'y a aucune façon de la rattraper. L'affaire qui me déçoit, là, pis c'est correct. Tu sais, c'est bizarre. Lorsqu'on fait des nouvelles réglementations, les gens, la perception, quand j'ai des conversations avec du monde, c'est toujours, ils vont aller plus vite. Le but de la F1, normalement, quand on change les réglementations, c'est de ralentir les voitures. Ouais. C'est spécial, mais c'est comme ça pour la sécurité et toutes ces choses-là. Le bout qui me dérange, c'est qu'on parle de 2 secondes plus lent l'année prochaine. Ben, c'est pas si pire, Ben, tu sais, le parce gros que moment de silence. non, mais T'as voulu montrer c'était quoi 2 secondes. ouais, ben c'est ça. En fait, ben c'est que faut pas oublier que 2 secondes, je pense qu'on a gagné déjà ça sur des Formule 1 de v'là pas si longtemps que ça, deux Mhm, secondes. Donc, tu sais, c'est bien. Il y a des records peut-être qui ne seront jamais battus, puis on en sera là, là. Les époques se suivent, puis ne se ressemblent pas. Mais 2 secondes sur un tour de 2 minutes, 1 minute 40, 1 minute 10, tu sais, moi, ça me dérange pas que les Formule 1 soient 2 secondes plus lentes au tour si le spectacle est bon. Parce qu'à un mhm. moment donné, il y a une limite à laquelle une Formule 1 va pouvoir aller physiquement pour le corps du pilote, puis côté danger, là. Puis là, on demande en plus des voitures plus robustes aussi. Fait que ça, c'est peut-être, on veut que justement, s'il y a un petit accrochage, on veut plus robuste puis moins lourd. Fait que c'est ça, normalement, on Ça, va pas dans ouais, le même sens, là. Fait que c'est ben, pour ça ça prend des que, matériaux ultra performants, mais déjà, je Mhm. pense que la fibre de carbone, on a quelque chose de bien. Les voitures sont très robustes, mais je pense que le danger encore, puis on en parle justement quand on est à Spa, c'est peut-être pas le premier contact. C'est si la voiture revient en piste et ça se fait percuter à nouveau, exemple, en T-bone, comme on dit, Oui. là, ça peut devenir dangereux, mais je pense qu'il y a une limite aussi à ce qu'on peut fabriquer, là. On peut, c'est ça. Fait que ça va peut-être dans ce sens-là, de dire on essaie de les ralentir aussi, puisqu'on veut des voitures plus robustes, moins lourdes. Fait qu'il y a tout l'aspect sécurité, le calcul des ingénieurs à travers tout ça. Donc, c'est pas facile ce qu'on demande aux écuries pour l'année prochaine, là. On Non. a beaucoup parlé là, du groupe motopropulseur, là, parce que ça a tellement causé de problèmes. Il y a l'expression en anglais qui dit que la roue qui crie ben, reçoit l'huile. C'est un peu ça, on s'est beaucoup penché là-dessus. Ça a fait beaucoup de discussions, les groupes motopropulseurs, parce qu'il y a un paquet de problèmes là-dedans. Mais de l'autre côté, là, le côté capot, toute la carrosserie, toutes ces choses-là, ben, on n'est pas sorti du bois non plus, là. Il y a beaucoup de travail à faire là. Donc, très complexe qu'on demande aux écuries. J'ai hâte à l'année prochaine. J'ai hâte puis j'ai pas hâte. Mais moi, j'aime beaucoup le côté ingénierie. Toi aussi, je sais tout ça. Fait que il Mhm. va y avoir tous ces aspects-là à couvrir en plus des pilotes et des compétitions. Donc, en tout cas, je commence à mettre la tête là-dedans. Là. Fait que on va en parler de plus en plus. On s'en va vers là, on n'a pas le choix. On est déjà Ouais, dans la ouais. deuxième moitié de saison, dans la dernière moitié de saison de cette technologie-là. Autre chose aussi, bien sûr, on parle de devenir
éco-responsable, de faire attention, même si le sport de la Formule 1 n'est pas aussi polluant que tout le monde peut le prétendre, c'est beaucoup plus les déplacements de circuit en circuit qui causent un problème à notre fameuse planète. Ce qu'on a travaillé aussi lorsqu'on regarde le Grand Prix de Montréal, qui sera au mois de mai en même temps que Miami, euh, c'est le carburant. Le carburant, on est en train de faire, on dit la F1, c'est un banc d'essai pour le parc automobile, pour nous. Bien sûr, on travaille à l'hybride, même si les gens, on semble plus vraiment intéressés pas les consommateurs, mais plutôt l'industrie ou le gouvernement ne veulent plus vraiment de l'hybride. On veut aller dans le 100% électrique. Sauf que l'idée d'avoir un carburant qui ne fait plus d'empreinte carbone parce que le carbone est retiré du carburant avant même qu'on le place dans la voiture. Moi, pour moi, je trouve ça fantastique. Je trouve que c'est Mhm. une solution à tous nos problèmes. Pas obligé de changer les moteurs, pas obligé de gaspiller une fortune avec une nouvelle technologie, pas obligé de prendre des subventions du gouvernement pour aider le développement de la technologie, pour aider des constructeurs à vendre des voitures plus chères, mais on s'est rendu qu'on finance les gens en leur donnant des chèques de 13 000 pour s'acheter une voiture électrique. Donc, on épargne tout ça, on arrive à la pompe, on met du carburant dans la voiture, puis on est correct, on continue, puis on n'est pas... Ce qui sort du tuyau d'échappement n'est pas nécessairement sale ou aussi sale qu'avant. Le but, c'est toujours d'atteindre la neutralité, d'arriver à 100% propre. C'est ce que la F1 travaille, sauf qu'il y a un coût relié à ça. Il y en a beaucoup qui ont tombé en bas de leur chaise cette semaine. J'ai été surpris parce que moi, pour moi, je m'attendais à ça. Lorsqu'on parle que le nouveau e-fuel ou le carburant E, je sais pas si il y a eu une traduction, on sera les premiers à l'avoir fait. Ça va être 300 $ le litre. Je répète, 300 $ le litre. Donc, pour les gens, je sais pas, le gaz à Québec est combien aujourd'hui à peu près? Ah, il est dans le coin d'une 50. Les 50, pas si pire, hein? Pas si pire, où Non, est-ce qu'on ben, reste? ça fluctue, là, ça dépend, là. Mais pour faire un comparatif, ben, il faut savoir combien que le E10, celui qu'on met présentement dans les monoplaces, coûte. Eh bien, on parle de 33 $ le litre. Déjà là, si j'avais commencé avec ça, tu aurais déjà eu le chat dans la gorge. Ouais, 33 en place de 50, c'est quelque chose. Sauf que là, ce qu'on demande aux écuries de débourser 300 $, c'est toute une différence. Ça va coûter excessivement cher. Tu ne seras pas surpris d'apprendre que les écuries ont demandé un allègement, que ça apparaisse pas sur le plafond Ouais, budgétaire, parce que c'est là, sinon, légitime, là. on va rouler avec des boîtes de savon, mais avec du gaz qui coûte plus cher que la voiture. Mais que là, on a décidé, on n'a pas le choix, on s'en va avec, on enlève ça du plafond budgétaire parce que sinon, on va tout se ruiner. Puis l'autre chose aussi, que l'explication moi que j'ai pour ça, la raison pourquoi je suis pas si surpris, c'est qu'on demande à des compagnies, à des géants de l'industrie comme Aramco et tout ça, de développer un carburant qui va être vendu à 22 voitures. Pas au parc automobile mondial de la planète au complet, là. 22 voitures, parce que j'en rajoute deux parce qu'il y a Cadillac qui va se Oui. rejoindre. Fait que c'est sûr que ça coûte cher. C'est sûr que c'est dispendieux. Sauf que le but de ça, encore une fois, une des propriétés du sport qu'on aime tant, Mhm. c'est de développer des technologies qui vont servir pour nous plus tard. Donc, merci à la Bingo. Formule 1. Les écuries vont se sacrifier, vont débourser. Ça va faire catching. Les voitures, ils feront pas des sons de V10 l'année prochaine ou de V8 ou de V6. Ils vont faire catching, 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 catching. C'est ça qu'ils vont faire quand tu vas peser sur l'accélérateur. Mais ils se sacrifient pour nous, pour plus tard, si on pourrait pas avoir une alternative à l'électrification qui ne va pas nécessairement dans le sens de régler dès que la solution ultime pour l'instant. Ouais, ben en gros, c'est quand même un pas dans la bonne direction, si on veut, pour Oui. écologiquement parlant. Puis, je suis quand même, ben, je suis surpris et pas surpris en même temps parce qu'on s'attend à ce que des carburants ou peu importe, là, des pièces techniques à la fine pointe de la technologie soient toujours très, très dispendieuses. Là, par contre, c'est sûr qu'au nombre de litres qu'il va y avoir dans un auto, je serais pour l'allègement ou que ça ne soit pas compté, exemple, dans le plafond budgétaire parce que c'est quand même, tu as bien dit de 30 à 300. 33 à 300, oui. 33 à 300, ben mettons, on va arrondir ça, là, mais on va dire plus ou moins 10 fois, là. C'est ça. Donc, peut-être 9, là. Donc, c'est quand même une grosse tranche. Puis, il en rentre quand même pas mal de carburant dans une F1. C'est pas 140 litres? Environ, oui. Quelque chose comme ça. Donc, puis justement, j'ai regardé une vidéo hier sur le moteur Mercedes qui est comme le plus efficace, si on veut, là, du groupe. Là. En tout cas, c'était très intéressant comme petite vidéo. Puis justement, pour exploiter, pour développer autant de chevaux vapeur avec des moteurs aussi efficaces que ça, c'est pas tant des grosses cylindrées, ça prend des carburants qui fournissent. Donc, puis quand il y a de la recherche et du développement, ben, faut que ça se paye à quelque part, là. Donc, oui. Puis si plus tard, ça se plique justement au parc automobile mondial, bien là, j'imagine que ça ne sera pas ce prix-là. Et on va en venir à quelque chose. On va en venir à un bon résultat avec ça. Ouais, moi, c'est quelque chose que je vais surveiller de très, très près.
lors des prochaines années. Mhm. Bien sûr, voir le coût du litre descendre. J'ai l'impression que je suis pas le seul qui va suivre ça. Il y a comme 11 écuries qui vont s'attarder vraiment à combien le coût du carburant va descendre puisqu'on va l'utiliser. Mais c'est aussi plus vite qu'on peut le lancer dans le parc automobile, commencer à mettre ça. On parle de même l'envoyer dans des avions, des choses comme ça, là, Mhm. de faire une modification. Bien sûr, c'est pas le même procédé là, pour un avion, mais être capable d'avoir des dérivés de ça qui vont réussir à rentabiliser toute la recherche et le financement de tout ça. Parlant de ce qu'il y a de nouveau, c'est Laurent Mekies, parce Ben que ça oui. va 406 week-ends de courses consécutifs où que Christian Horner était présent dans les paddocks, mais ça change ce week-end. C'est Laurent Mekies qui prend la relève, qui sera là. J'ai trouvé ça intéressant, son entrevue, d'expliquer qu'il Ouais. il veut pas nécessairement tout changer, c'est une continuité. J'ai trouvé ça aussi intéressant de savoir que Christian Horner l'avait appelé. Ben oui. Tu sais, encore là, ça montre que c'est un grand leader, puis que le fait qu'il tient Red Bull à cœur. On l'a vu dernièrement aussi, la semaine dernière, envoyer un message, là. Et son nom m'échappe, mais son nom de famille, c'est Baumgartner, le gars qui avait sauté de l'espace, là, Ah, il y a c'était. quelques... Ouais, Félix Baumgartner. Qui est décédé Ouais, ouais, malheureusement. Ouais, 56 ans, je pense qu'il y avait. crise cardiaque en parachute. Quand tu dis que le gars, il a sauté de la stratosphère, peut-être que je me trompe, là, tellement du gars, il a sauté Ouais, d'en haut. ouais, c'est lui. C'est la C'est ça. Red Bull Stratos. Ah ouais, c'est C'est incroyable comme incroyable. événement. Ceux qui n'ont pas C'est vu ça. ça, là. Puis finalement, il saute en parachute, puis il crise de cœur, puis Ah, écoute. Ben, il est mort en faisant quelque chose qu'il aimait. Il ouais, faut se c'est le le cas de le dire, là. dire. Il y a même vraiment ça. Pour lui, c'est un petit saut. Ah, c'est ça, là. Pour lui, Ah, il c'était. faut aller voir ça. Red Bull Stratos, là. Ceux qui savent pas de quoi on parle, là, allez voir ça. Puis c'est ça. Christian Horner a pris le temps d'écrire un message parce que c'est Red Bull qui était derrière tout Ben ça. oui. Comme s'il était encore vraiment le leader de l'écurie, le leader de l'entreprise, des sports extrêmes, toutes ces affaires-là. Il a écrit un beau message, là, les sympathies. Fait que j'ai trouvé que c'était une belle façon. Le fait qu'il a parlé à Laurent Mekies aussi, qui lui a donné, tu sais, vas-y à ta manière, fais ci, fais ça, t'as une belle équipe devant toi. J'ai trouvé ça bien. Donc, un vent de fraîcheur. Max Verstappen, bien, de plus en plus ça va dans le sens qu'on avait avancé, encore des morceaux de casse-tête qu'on met aux bonnes places. J'avais commencé Mhm. à en mentionner avec toi, puis tu trouvais que ça avait bien du sens. Là, que Christian Horner avait mentionné que c'est probablement 2027 là, avait entouré cette date, cette année-là que Verstappen pourrait peut-être décider de quitter Red Bull. Mais on va dans le même côté, là. De plus en plus, ça va de ce côté-là qu'il sera avec Red Bull en 2026. Et Mercedes, du côté de Toto Wolff, lui a dit que ces deux pilotes, autant Kimi Antonelli que George Russell, risquent de passer une belle pause d'été, tranquille. Ah, OK, ouais, ben Ouais, là, faut qu'il s'engage, hein, parce que c'est s'il ça. risque de passer, puis finalement, Oui, il fait pas ce qu'il annonce, il y en a qui vont passer un sale quart d'heure. Mais oui, c'est pour ça. Verstappen, comme on se disait, tu sais, ça serait un peu. C'est beau d'entendre, ah, hey, nous autres, ça va bien, les essais, on va avoir un bon moteur, on va avoir une bonne voiture en 2026, mais en fait, personne ne le sait. Oui, Donc, si Verstappen quitte le bateau maintenant, même s'il y a beaucoup de monde qui sont partis, puis que Red Bull semble aller dans une direction un peu hasardeuse, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Donc, tu sais, moi, j'hésitais entre soit, justement, il reste chez Red Bull et il voit un peu les forces en présence. De toute façon, il y a une clause de performance. Fait que si Red Bull ne performe pas l'année prochaine, ben, il va pouvoir l'utiliser et s'en aller. Sinon, j'avais en tête la fameuse année sabbatique parce que je pas le seul à l'amener, là. C'est pas moi qui ai eu cette idée-là, a priori, mais jeune père de famille, peut-être aller faire du GT3, mais bon, on verra ce qui va se passer avec Verstappen, mais il va sûrement vouloir, tu sais, en même temps, c'est beau l'année sabbatique ou le GT3 avoir du plaisir, puis il n'y a rien qui l'empêche peut-être de le faire là, en se négociant quelque chose, mais il va vouloir essayer, il va vouloir les conduire, ces fameuses Formule 1 de 2026 là aussi, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. ouais, ça va peut-être être plus facile. C'est un bon point que tu amènes de faire une évaluation des forces en présence s'il en conduit une, lui aussi, de Ben voir ouais. ce qui manque, ce qui pourrait être. Je fais l'exemple, tu sais, on parle toujours changer d'écurie. Il y a quelques années, je me demandais si Lando Norris allait pas cette année de McLaren puis partir ailleurs. Puis il a resté là. Tu sais, Mhm. il y avait un moment où il fallait qu'il décide s'il reste ou pas, puis il a Ouais. signé un contrat à long terme, puis même moi, je me disais, est-ce qu'il fait la bonne chose? Aujourd'hui, finalement, là, il a fait la bonne décision, là. Mais ça avait pas l'air de ça à ce moment-là. Il y avait certains de ses partisans britanniques qui disaient, ah, ben, ailleurs, c'est d'aller chez Mercedes, là, tout paraissait bien. Puis aujourd'hui, c'est l'équipe Orange Papa que tout le monde veut être dedans. Fait que c'est pas parce que t'es pas nécessairement au sommet présentement que tu ne le seras pas dans un avenir très rapproché avec les plafonds Mhm. budgétaires, les allocations en développement qui aident les voitures.
les voitures qui sont moins performantes, les écuries qui performent moins bien, ça peut changer très, très vite, là. C'est une nouvelle F1, donc il faut faire attention à ça, ça change, tout peut changer du jour au lendemain. Oui, l'année sabbatique, à 80 millions l'année sabbatique, ça, Ouais, c'est ça qui... Je sais que le monde va me dire, ah ben, il n'y a pas besoin d'argent. Oui, mais qui dans la vie, même que tu n'as pas besoin d'argent, dis donc à 80 millions, là, on t'attend, viens, là, t'as juste à te présenter, puis à performer, puis faire ce que t'aimes. On va te donner 80 millions plus les commandites, puis tout. Non, non, on va aller faire du bateau. ben, Écoute, ça commence à faire cher le taux de bateau, là. On parlait du tantôt du 300 $ le carburant. 80 millions ton année sabbatique, là. En tout cas, ben, mais je comprends ton point que t'emmènes, que ça pourrait aussi, c'est pas le genre d'individu qui est juste à l'argent non plus. ouais, La c'est fine, c'est ça. une drôle Lui de est bébite, là. particulier, là. Ouais, Ben, c'est ça. toi, puis ça, je te disais, je dis au pire, si son fils, il dit à papa, t'étais pas présent à ma première année, il dit, ouais, mais bâti un compte en fiducie de 80 millions, fait que tu me Ouais, c'est remercieras plus ça. tard. Mais par exemple, y a-tu un gars ou une fille, Verstappen? C'est une fille. Attends, c'est-tu une fille? Il me semble que c'est Je pas pense que c'est une Pénélope. fille. Ouais, Ouais, non, Pénélope, ouais. c'est la fille Oh oui, c'est d'Annick vrai. Riat, mais je pense qu'ils ont. Ouais, je pense que tu as raison qu'ils ont eu une fille C'est aussi. une fille, hein, c'est ça. On n'est pas. Et puis, Ah, là, les moi, je gens sont en pense. train de comprendre. On n'est tellement pas le séjour de la Formule 1. Nous Non, autres, les ouais, c'est potins, les ça. Nous bébés, autres, il a eu un enfant et euh, ce sera c'est tel quel, ça. mais oui, je crois que tu as Ils raison que c'est vécurent une heureux. fille. Donc, on Ouais, a fini l'histoire, là. Ouais, ouais. en terminant vite, vite, notre chum, Pato Howard, a dit Oui. sur Sergio Perez, j'ai vu Sergio s'entraîner, puis il s'entraînera pas pour rien. Euh, Ça l'a accentué les rumeurs. Il dit, c'est un petit bout qui s'entraîne, puis c'est pas le genre à s'entraîner pour rien. J'ai trouvé ça comique. C'est l'image que j'avais de Sergio Perez aussi. Il dit, le fait qu'il est dans le gym, puis qu'il travaille fort, puis qu'il pousse fort, c'est qu'il est près d'un retour. La seule affaire qui reste à évaluer, il s'entraîne déjà. Est-ce qu'il s'entraîne parce qu'il va arriver avant la fin de la saison dans une écurie comme Alpine? Je veux pas partir de rumeurs, mais oh, juste comme ça, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est normal aussi de s'entraîner que dans 6 mois, il va être de retour de F1. C'est question de garder la forme. C'est toujours plus facile de garder la forme que de repartir à zéro puis de te remonter. Ou peut-être qu'il y a des tests physiques à faire bientôt, hein. Des fois, il y a des assurances, des choses comme ça pour des ouais. signatures de contrat. Les choses, c'est qu'en tout cas, je voulais juste faire ça en terminant le petit parenthèse sur le dossier Cadillac, comme quoi notre ami Pato Howard, pilote de IndyCar, a mentionné que Sergio est dans le gym. C'est ce qui conclut notre bloc actualité. Maintenant, on se lance dans le Grand Prix de Belgique avec le week-end sprint qui s'amorçait avec les qualifications aujourd'hui. Eh bien oui, je le disais, c'est vendredi que s'amorçait la 13e manche du championnat 2025. On célèbre les 100 ans de course à Spa-Francorchamps. En F1, c'est en 1950 qu'on avait débuté. C'est la 58e édition de ce circuit en Formule 1. Parlons-en de ce circuit, un tracé très particulier de 7,004 km. C'est déjà particulier lorsqu'on regarde sa longueur. Une moyenne normalement là, sur le plateau là, de la F1, normalement, on regarde entre 4 et 5 km un tracé moyen. Là, on parle de 7,004 km. Un dénivelé de 102 mètres du sommet de la montagne jusqu'au bas. 19 virages, 10 à gauche, 9 à droite. On peut atteindre des vitesses de 359 km à l'heure. Deux zones DRS seront à la disposition des pilotes. Autant dans la course sprint qui fera 15 tours que lors du Grand Prix de dimanche pour 44 tours. Les gommes Pirelli, oh, attention, il n'y a pas Très d'erreur là intéressant, encore. ça. Très Oui. intéressant. Quand je dis qu'il y a rien de normal, hein, à Spa, Mm, C3, C4, qui est la gomme la plus ouais. tendre, C3 pour la médium et C1. Là, Mm, les gens, c'est quoi qu'il y a de pas normal? Mais il n'y a pas de C2. Normalement, on mhm, suit. On va aller faire, mettons, lorsqu'on voit la nouvelle C6, on va faire C6, C5, C4. mhm. On va toujours dans ce sens-là. Je me rappelle pas d'avoir déjà vu ça. Où est-ce qu'on saute la C2? Pourquoi est-ce qu'on fait ça du côté de Pirelli? C'est qu'on dit que ça va forcer les écuries à faire deux arrêts, puisque le fait d'en faire deux, ça va donner un avantage aux écuries qui vont vouloir le faire. Donc, dans ce sport-là, qui est autant compétitif, va dire, ah, il y a un avantage à faire ça, mais moi, je le ferai pas. Vous pouvez déjà prendre le pari que si Pirelli ne s'est pas trompé, les voitures vont s'arrêter deux fois, minimum deux fois au cours de l'épreuve de dimanche. Je commence toujours par demander à notre cher collaborateur François Goulet, qu'est-ce que tu penses de ce tracé-là? J'ai déjà une vague idée parce que je t'ai déjà vu Mhm. courir assez souvent à Spa-Francorchamps. Puis j'ai une autre question pour toi qui va s'ajouter à ça. Je le demande depuis le début de la saison.
lorsqu'on arrive dans des week-end sprints, est-ce que ça devrait pas être un week-end sprint? Est-ce que ça en devrait être un? Donc, autant que j'ai l'impression que tu aimes beaucoup le tracé de Spa-Francorchamps, est-ce que tu penses que ça devrait être un week-end sprint à cette place-là ou on devrait plutôt regarder comme des endroits comme Monza ou d'autres endroits comme ça? Non, je suis d'accord pour que ce soit un week-end sprint pour deux raisons. Un, parce que c'est un circuit qui est apprécié, donc plus de courses dessus, c'est toujours mieux. Et en même temps, ben, c'est un circuit qui permet quand même des dépassements. Donc, je dirais que oui, je suis beaucoup plus pour une course sprint à Spa, exemple, qu'une autre place que je vais nommer au hasard comme le Qatar. Donc, c'est ça, là. Donc, oui, oui, puis c'est un circuit que j'apprécie beaucoup. Évidemment, étant des puristes, on aime ces bons vieux circuits-là, hein. Dans les montagnes des Ardennes, le dénivelé est incroyable. C'est un circuit que les pilotes adorent aussi, très plaisant à conduire. Je sais que tu as soulevé que quand tu m'as vu piloter là-dessus, je jouais souvent de malchance. Oui. Ça arrive, mais je t'enverrai une vidéo plus tard d'un dépassement que j'ai fait à Bruxelles. Tu verras que des fois, je suis capable de retourner la chance de bord. Mais super circuit. Puis, pour ceux qui aiment l'histoire de la Formule 1 ou de la course automobile, il est long, c'est le plus long du calendrier, mais il est beaucoup plus court que ce qu'il était à Oui. l'époque. Vous pourrez aller voir ça sur Internet, là. Et il se promenait dans le village ou dans les villages avoisinants. C'était interminable. Puis, il y a certains jeux de simulation qui permettent de faire le vieux circuit de Spa-Francorchamps. Je ne l'ai pas fait, mais je l'ai vu. Et c'est très long là, comme vidéo, mais c'est extraordinaire de voir par où il passait. Comme la réalité du temps, on l'a raccourci parce que ça devenait beaucoup trop Ben dangereux là, aussi. oui. Ah, en même temps, c'est ça, là. Il peut pas avoir Ah. d'installation, il peut pas avoir d'installation sécuritaire sur je sais pas combien de kilomètres que c'était, là, mais c'était aberrant. Je veux pas dire n'importe quoi, mais de mémoire, c'était 29, je pense. Peut-être Ça a du 28, 29. sens, là. Si Ouais. je regarde un peu là, le tracé qu'on a là versus l'ancien, là, c'est énorme, là. C'est énorme. Fait que c'est sûr que les gens du temps nous écouteraient aujourd'hui parler de 7 puis trouver ça long puis ils nous trouveraient un peu tata, là. Non, sont pas forts, cette génération-là. Ils sont pas forts, c'est Mhm. ce qu'ils diraient. Mais c'est ça. Fait que maintenant, c'est plus réaliste de faire un tracé de 7 kilomètres. Quand même, statistique intéressante, là, la montée, là, Radillon au rouge, puis toutes ces Ouais. choses-là, je le dis souvent, c'est une montée de 8 étages environ, là. C'est comme monter un building de 8 étages. Puis après ça, du début de la montée à aller jusqu'à la fin en haut, ça dure environ 23-24 secondes avec les voitures d'aujourd'hui. Pensez à ça, là. Vous êtes à fond pour la mécanique automobile, toutes ces choses-là, là, pendant 23-24 secondes, le moteur à fond, puis il faut que tu t'en ailles là. Fait que si tu as fait une erreur au début, puis que tu n'as pas eu une bonne sortie de virage ou que tu as mal négocié au rouge ou tout ça à la montée, ben, ça va te coûter Ah oui. énormément. Tu vas payer ce cash rendu en haut. Là, puis après ça, tu as la zone DRS, tout ça, tu vas être à la merci de les autres. C'est le message à Oscar Piastri pour demain. Donc, il faut faire très, très attention sur comment on négocie nos virages parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de t'en sortir parce que tu as juste le pied à fond puis t'espères arriver le plus vite possible à la chicane au haut de la côte pour être capable d'essayer de te sauver un peu. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu sais, quand on dit que c'est vraiment spécial, c'est que il y a personne qui referait ça aujourd'hui. Là, imaginez-vous là, quelqu'un qui demande un permis de construction en pleine montagne, en pleine forêt, pour dire, ben moi, mon projet, c'est de construire un circuit de Formule 1 de 20 quelques kilomètres dans les années 20, en 1925, mais aujourd'hui, Mhm. dire, moi, je veux faire 7 kilomètres de course automobile dans la forêt, dans la montagne, tout le monde, écoute, on a des environnementalistes qui diraient, là, non, tu vas tuer trois, quatre grenouilles, tu vas tuer des sapins, tu vas tuer. Non, non, il y aurait personne qui permettrait ça, plus le bruit, toutes ces choses-là. Sauf qu'on en profite, c'est un droit acquis. Pour moi, c'est un joyau du sport Ah automobile, oui, du sport tout à fait. francorchamps. C'est l'enchaînement que je donnais au rouge radillon, Ouais. c'est l'enchaînement le plus mythique. Il y a pas rien qu'on peut penser qui. Tu sais, je sais que la parabolica et toutes ces choses-là, mais tu vois la photo, tu le sais que c'est ça. Mhm. Il y a pas de. Aussitôt que quelqu'un fait un quiz, là, c'est la question la plus facile. C'est où ça? Tu sais tout de suite, ça se passe Francorchamps. Il y a pas. Ouais. Je pense que puis, même des gens qui ne sont pas nécessairement des adeptes puristes du sport automobile seraient vraiment capables de le reconnaître aussi à quel point que l'image parle d'elle-même. OK. Parlant de ce qu'on prépare pour le week-end, pour là, ben, bien sûr, il faut que les écuries apportent des améliorations. J'avais glissé un petit mot tantôt que c'est probablement peut-être les dernières de la saison qu'on fait de façon aussi massive. On a vraiment profité des 2 dernières semaines pour finir nos voitures et apporter quelque chose de bien. Même McLaren ne s'assit pas sur leur laurier puis on continue d'apporter des choses. Donc, on apporte le plancher qu'on avait déjà commencé à tester. Ça, c'est brillant de la part de l'équipe Orange Papaye.
On savait que c'était un week-end sprint à Spa. On voulait apporter un plancher, mais on dit on va pas commencer à tester ça pendant un week-end sprint parce que la réalité, c'est que tu as moins d'essais libres pour Hmm. prendre des données. Fait qu'on avait déjà commencé à le tester les week-ends précédents sans l'utiliser en course. On a vu que ça fonctionnait. On a vu que ça se prêtait bien au jeu pour le tracé de la Belgique. Donc là, on fait les débuts avec ça. Certains seront peut-être déçus de dire, ben là, ils sont déjà assez bons, ils ne devraient pas continuer de n'apporter, mais c'est ça le sport. On continue de lever la barre et de forcer les équipes à performer. Donc, en plus d'un plancher, on apporte un aileron arrière à faible appui, question de nous aider à réduire la traînée, justement, là, comme quand on parlait de la grande ligne droite. Ferrari, la nouvelle suspension arrière, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article sur la page du F1 Podcast Trajectoire Technique. J'ai mentionné une Italienne moins capricieuse. Ben, c'est ce qu'on veut faire. On veut avoir une plus grande fenêtre de performance, être capable de pas nécessairement se donner des casse-têtes à jongler avec la hauteur de la voiture, retourner à ce qu'on avait fait en CFD puis en soufflerie avant même que la saison commence. Donc ça, c'est supposé de nous aider à faire ça. J'aime le fait aussi qu'on est obligé de faire des ancrages spéciaux parce qu'on voulait venir se prendre dans la boîte de transmission, mais tu peux pas rien accrocher n'importe quoi là. J'aime ça ces idées innovatrices-là. Est-ce que ça va fonctionner, oui ou non? On parlait d'un dixième au départ. Moi, je trouvais ça audacieux de dire qu'on gagnerait probablement plus d'un dixième au tour, mais Ferrari a poussé la barre un peu plus loin. Il dit non, on va gagner peut-être deux dixièmes au tour. Donc ça, c'est suite aux périodes d'essais, essais permis par la FIA qu'on a fait du côté de Ferrari qu'on pense ça. Donc, c'est là, en fin de semaine. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être plus en course qu'on va être capable de voir vraiment les avantages de ça. Red Bull, ben on y va le tout pour continuer d'améliorer. Donc, on amène un nouvel aileron avant avec des éléments qui ont été modifiés pour augmenter l'appui. C'est toujours le nerf de la guerre. Après ça, on a aussi apporté des pièces qui sont liées à la performance sur la RB21, mais que ce soit des ajustements sur la suspension avant pour faciliter aussi la circulation de l'air qui passe de l'avant de la voiture pour aller vers l'arrière. Donc encore là, bon, aussi on a modifié le capot moteur pour avoir un meilleur refroidissement de notre groupe motopropulseur, ce qui pourrait peut-être nous permettre de le faire travailler plus fort sans avoir peur qu'il nous pète d'en face. Donc, pas qu'on a eu des problèmes pour ça, mais nous autres, on le sait, hein, où ce que c'est les fenêtres de température, où ce que ça va, où ce que ça Mhm. monte. Donc, si on sait que des fois, on peut pas y en demander plus, parce que sinon, ça va surchauffer, mais on travaille pour ça, pour justement pas avoir ces problèmes-là. Surchauffer des moteurs, Mercedes, ça a été un problème. On semble l'avoir réglé. La W16, par exemple, qu'est-ce qu'on a continué d'améliorer? Ben, c'est le coin avant et arrière de la voiture pour améliorer les performances de George Russell et Kimi Anthony. Donc, on l'a mis sur les deux voitures. C'est important de mentionner que c'est seulement Verstappen du côté de Red Bull que les améliorations ce week-end. Est-ce que on ne rentre pas dans les théories? Ah, c'est pour aider Verstappen. Ben, Ah, ben là, on l'a dit Tsunoda. l'autre fois, ce qu'on Euh, pensait à cet égard-là. Exactement, à cet égard-là. Tsunoda, c'est juste que on essaie d'y créer une certaine stabilité puisqu'il y a de la misère à s'adapter. Puis le fait aussi que la dernière fois qu'on lui avait donné des améliorations, il les a toutes bousillées à Imola. Fait qu'on y va ça a pris du temps avant qu'ils puissent les revoir. Ils viennent juste là, de revoir ce qui avait tout détruit à Imola. Donc on fait attention, on a un plafond budgétaire, puis on se concentre aussi sur 2026, donc on veut pas nécessairement tout faire en double. Aston Martin, nouvel aileron avant, nouvel aileron arrière. C'est quand même assez majeur tout ce qu'on a apporté là, pour la AMR 25. Donc, on cherche bien sûr à améliorer les performances au cours de la saison, même si on se dit, on se concentre beaucoup sur la saison prochaine, mais on veut pas quand même être complètement humilié. On a des commanditaires, puis on représente quand même une bannière de l'automobile en Aston Martin. Du côté de Williams, ça fait longtemps qu'on n'avait pas apporté des améliorations. On paye le prix. On l'a vu dans les dernières semaines que ça n'a pas été facile. Donc là, c'est la première fois qu'on apporte quelque chose de concret au circuit. On a reprofilé les barrières du bord de plancher et l'entrée des pontons. Et on a aussi modifié un peu le capot moteur. C'est encore là des éléments pour la performance. Et du côté de Alpine, aileron avant, aileron arrière, c'est nouveau. Du côté Mhm. de Racing Bull, on a reprofilé aussi aileron arrière, et le coin arrière aussi qui a été fait. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu plus spécifiques au circuit de Spa-Francorchamps, mais c'est des choses qu'on pourrait peut-être réutiliser ailleurs. On a aussi refait de la géométrie d'un diffuseur. C'est les deux seules écuries qui n'ont rien apporté pour le week-end, c'est Az et Saber. Je m'excuse, François, c'est un long bloc de trajectoire Ah, technique. moi, j'écoute et j'apprends, là. Il n'y a aucun C'est t'inquiète. c'est peut-être le dernier majeur comme ça qu'on a de la saison. J'ai essayé de passer à travers ça le plus vite possible. Maintenant, on peut aller
À la séance de qualification qu'on a eue, Mhm. ça a été tout un tour d'Oscar Piastri. Quand je dis tout un tour, là, c'est record de piste pour lui. Le record était de Lewis Hamilton. C'est Lewis Hamilton qui avait fait le record de piste. Quand on parlait là, des améliorations sur le temps, il avait fait 1,41, 2,242 Hamilton. Ça, c'est en 2020. On est 5 ans plus tard. Et j'ai pas le tour de Piastri devant moi. Je sais pas si tu l'as devant toi, mais sinon, c'est Ouais, t'as pas, une je vais 40 trouver ça. quelque chose, hein? Ouais, bouge pas, je te trouve ça. J'avais, ouais, c'est en fait, là, c'est une 45 510. Une 40 510, Ouais. donc le record avant ça, c'était une 41 242. Fait qu'on voit quand même là, à quel point que l'évolution, je sais que c'est sur 5 ans, mais c'est pas partout là, qu'on bat des records. Donc on a réussi à faire ça du côté de Piastri. Ça va être encore, on va rebattre ça, là, à moins qu'il y ait de la pluie. Samedi, on devrait rebattre ça aussi dans la séance de qualification pour la course parce qu'avec seulement une séance d'essai libre, je pense pas qu'on a encore atteint justement le maximum qu'on peut aller soutirer de ces voitures-là. Mais qu'as-tu pensé de cette pole position-là pour Oscar Piastri? Ben, c'était bien joué de sa part parce que Verstappen avait quand même fait un bon temps. C'est quand même bien au-dessus de ce que son coéquipier Lando Norris a fait. Puis c'était pas non plus une séance qui était facile. On a cru comprendre que on va dire la piste évoluait là, au cours que les voitures y passaient, puis ça a Oui. évolué quand même assez vite. Mais c'est bien pour Oscar Piastri parce que Lando Norris est quand même sur une bonne lancée. Donc c'est à son tour là, de frapper fort là, s'il veut continuer à garder ce championnat-là bien en contrôle. Tu disais que la piste avait évolué, c'est la pluie hein, qu'on avait eue au cours de la nuit. D'après moi, ça Mhm. a levé beaucoup, beaucoup de caoutchouc. Ouais. Normalement, ça fait ça. Ça a fini, je pense, tôt ce matin. Donc, on a eu une séance d'essai libre pour un peu nettoyer tout ça. Fait que c'est sûr que plus que... Dans le fond, la séance de sprint shootout, c'est le même qu'on l'appelle, je Ouais. la traduction, la fusillade qualification. Je trouve ça Ouais, non. ça passe pas. Non. Désolé. Pour les gens qui aiment pas les anglicismes, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup à faire un podcast, mais sprint shootout, on a fait le compromis de le laisser comme ça. Mhm. Euh, ben c'est ça, la sprint shootout, ça sert, c'est comme la deuxième séance de qualification, d'essai libre plutôt, sauf qu'elle compte. Fait en même temps, on continue de nettoyer la piste, c'est pour ça qu'on a vu de la SQ1 à la SQ2 une évolution majeure, puis après ça, la SQ3, ça s'est encore plus amélioré. Tu fais bien d'apporter ce point-là parce que c'est une belle observation. Même j'ai eu l'impression que ça a surpris les pilotes et les écuries un peu même. Ouais, ben vers la fin, il semblait dire aussi que la température s'était comme rafraîchie un peu parce qu'on était en fin d'après-midi, là, plus ou moins passé 17 heures là-bas, là, de ce que j'entendais. Donc, Oui, ça semble, on dit comme si les voitures avaient commencé à reprendre vie, il y avait plus de puissance un peu, peut-être même un peu plus d'adhérence. Donc, ben oui, ben, pas peut-être même, mais certainement plus d'adhérence à cause que la piste se gomme. Euh, et il y en a qui ont eu beaucoup de misère. En même temps, tu l'as dit tantôt, hein, ils ont un seul train de pneus. Fait qu'aller chercher de la performance au deuxième tour lorsque tu en fais un, c'est c'est pratiquement impossible. impossible. Ouais, Par oui. contre, vu que la piste se gomme un peu, ça vient comme équilibrer ces choses-là. Il y en a qui ont quand même réussi à améliorer leur temps. Donc, c'était super intéressant, sérieux, comme séance. Il y en a qui ont joué une malchance. Kimi Antonelli a mis de la gravelle partout sur la piste, au grand détriment de son coéquipier George Russell. Mais c'était vraiment là, c'était une belle séance. Puis il y a beaucoup de noms on va dire de non-invités là, dans le top 10 là, ça risque d'être très intéressant. C'est ça, ben, on peut parler des Ouais, ouais, non-invités, même si Verstappen ne se voit pas vraiment là-dedans. Mais le fait qu'il a séparé les deux McLaren, c'est mission accomplie du côté ouais. du pilote Red Bull. On n'est pas surpris, mais en même temps, moi, je reste toujours étonné quand il fait sa fameuse décision de dire, bah, ça marche pas l'appui aérodynamique sur Red Bull cette année, ce qui est tout le contraire, pourquoi ils étaient connus avant c'était leur ADN, de dire, ben, moi, j'aime pas cet appui-là, donc mets-moi-en le moins possible. Je vais compenser avec mon talent C'est dans le fou. secteur 2. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fou. Je suis content d'avoir ton opinion là-dessus parce que tu le connais bien, ce circuit-là, de dire, OK, c'est bien beau pour la grande ligne droite, d'aller avec pas trop d'appui, mais après ça, puis pour le secteur 3, mais le secteur 2, faut que tu réussisses à le survivre, là, si c'est ça le bon mot, quasiment, là, c'est survivre le secteur 2 pour être capable, après ça, de peser sur l'accélérateur et de regagner dans les grandes lignes droites. Il l'a fait à Silverstone, il a payé le prix pendant la course parce qu'il y a Ouais. eu la pluie. Mais d'avoir eu la pole, tu dis, t'as moins d'appui que tout le monde. T'es dans la série la plus compétitive ou la compétition la plus relevée avec les meilleurs pilotes au monde, je ne gêne pas pour le dire. Puis tu te Mhm. dis, moi j'ai moins d'appui que tout le monde, mais je suis quand même le plus rapide. C'est à se gratter la tête, là. Autant pour les autres
qui sont contre lui, ses adversaires, de dire comment il fait ça, que pour nous à la télévision, on connaît ça depuis un peu d'années, là, qu'on suit ça, puis qu'on regarde, on l'a vu des Spa-Francorchamps de dire comment il fait pour être capable d'être compétitif dans le secteur 2. Puis toi, pour ta part, c'est quoi ta réaction quand tu le vois faire ça, là? Je suis très impressionné. Ça montre la précision du pilotage de Max Verstappen parce que on a vu les comparatifs des deux tours là, avec Oscar Piastri et le sien, puis on voit qu'il rattrape justement sur les lignes droites et où ce qu'il y a des virages plus serrés un peu, la McLaren est supérieure. De pouvoir garder un momentum et de garder le contact, on va dire, là, entre guillemets, là, lors d'une qualification avec le temps des McLaren, c'est vraiment impressionnant. Puis vu qu'il n'y a pas beaucoup d'appui sur cette Red Bull-là, ben la fenêtre de performance qu'on dit qui est déjà très mince avec la Red Bull, ça s'amincit encore plus. Et c'est ce qui fait de Max Verstappen le meilleur pilote sur la grille en ce moment. Puis on a beau l'aimer ou pas l'aimer, mais on peut pas contredire ça. Si on est pour le spectacle, on n'a pas le choix d'avoir un amour, c'est peut-être un peu trop prononcé pour des gens qui ne l'aiment vraiment pas. Respect. Exact. Ouais, je pense que c'est le plus beau mot que tu peux mettre. C'est ça. C'est Ouais. au moins respecter ça parce que, et justement, aujourd'hui, ça aurait été facile d'avoir les deux McLaren, partir premier demain, Mhm. puis se faire une compétition entre les deux. Mais encore une fois, on montre que c'est une compétition à 10 écuries, puis, même si c'est peut-être plus à 5 ou à 4 des fois à l'avant, mais de voir quand même Verstappen venir mettre de la pression autant. Piastri avait pas de place à l'erreur à la fin, puis c'est ça qui l'a provoqué probablement à aller chercher 4 dixièmes, quasiment à une demi-seconde sur Mm. Verstappen, puis sur son coéquipier, c'est 6 dixièmes. Ça, Ben, parlons-en. Norris, 6 dixièmes de Piastri. Tu vois ça comment, toi? C'est Piastri qui a fait de quoi d'exceptionnel? Je pense que oui, mais à quel point Norris l'a aussi échappé un peu? Ouais, Paul Norris, ça prend pas grand-chose hein, à Spa-Francorchamps Mhm. pour en perdre beaucoup parce que c'est tellement Autour de minute rapide. Si, 40, là, c'est ça. justement, on en parlait tantôt, entre la source, entre la source et, mettons, les combes, puis que tu as tout l'enchaînement, bon, rouge radion, tout ça, tu payes le prix fort si tu manques juste à sortir à la source, ou moindrement, tu sais, juste aller un petit peu trop profond à la dernière chicane. Là, Hamilton a un accident, on va pouvoir en parler, mais c'est un circuit qui est. C'est dur de faire un tour parfait à Spa parce que c'est un grand circuit, c'est facile de faire une erreur. Et lorsqu'on a des virages rapides comme ça, les points de repère sont moins faciles. Tu sais, lorsqu'on a un freinage appuyé, on va dire, ben moi, je vais freiner à la pancarte du 150, du 100 ou quelque chose comme ça. Lorsque c'est des virages rapides, c'est plus difficile un peu parce que tu n'as pas les mêmes points de repère des fois où tu n'arrives pas toujours à la même vitesse. Donc, c'est plus difficile de vraiment évaluer où tu vas mettre, où tu vas freiner. Souvent, je me fie au début du vibreur où tu dis une longueur de voiture avant le vibreur, mais c'est rien de précis, là. C'est toujours un peu du à peu près. Donc, ça m'étonnerait pas que Norris, tu sais, il ait fait une micro-erreur, puis, ou deux, sur un tour comme ça, puis il paye très cher. C'est intéressant ce que tu emmènes, puis je vais essayer de me mettre une note, même si j'ai une bonne mémoire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va parler la semaine prochaine c'est la semaine prochaine? Ouais, Hungaroring de mémoire, parce que tu dis enchaînement, virage rapide, t'as pas le temps de trouver tes repères, que tu es déjà en train de positionner ta voiture pour le virage d'après. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui va se prêter la semaine prochaine aussi sur un circuit comme le Hungaroring, où dit, Mhm. t'es as pas tes points de repère parce que c'est trop rapide, c'est un après l'autre. Donc, le temps, c'est sûr que les autres ont des réflexes de chat. Mais je trouve ça vraiment le fun ce que tu apportes, ce point-là de. J'aimerais en parler avec Jean-Christophe à un moment donné, Oui, comme, tu oui, sais, oui. parce que moi, il y a vraiment des circuits là, que je fais, OK, ben là, je sais que je freine là, je freine là, je fais ci, je fais ça. Il y a des circuits, là, j'ai pas de point de repère. Ben, j'en ai presque pas. Suzuka en est un comme ça où je tourne rendu là. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas C'est le une feeling. affiche. Ça prend normalement quelque chose de fixe dans l'environnement pour avoir un point de repère de freinage ou un point de repère point barre, là. Il y en a qui, des fois, ils disent, ah, moi, je freine à l'ombre. Ouais, mais si t'es pas au même temps de la journée, Ben ton non. arbre, il n'y a pas la même ombre, là. Fait qu'oublie ça. Ça marche pas, ça. Freine jamais. Quand il n'y a pas d'ombre, il freine pas, il est dans le Non, mur. non, c'est ça. Oups, c'est terminé. Non, mais ça, OK, on va mettre une note. Puis peut-être que je pourrais l'oublier aussi, mais on pourrait le faire dans un entre-deux courses, Ben aborder ouais. ça avec Jean-Christophe. Je suis sûr que les auditeurs aimeraient ça aussi. Ceux qui font justement de la course de simulation, puis tout ça, peut-être des petits trucs. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce que c'est vraiment juste de l'instinct? Peu, parce que oui, l'instinct fait partie de la course automobile. Ou peut-être qu'il y a des petits trucs comme ça des fois. C'est un bon point que tu apportes, on va emmener ça. Charles Leclerc réussit quand même à être quatrième, encore une fois. Le bon vieux Charles, il fait le travail dans sa Ferrari. Ça sera pas facile pour Lewis Hamilton lorsque
avec le résultat qu'on connaît d'aujourd'hui. Mais quand même, Charles a l'air de soutirer le meilleur de la SF25, la nouvelle suspension, ce qui est complètement heureux de ce qu'il y avait aujourd'hui entre les mains. C'est sûr qu'il y a une certaine distance qui le sépare de la pole position encore une fois. Mais quand même, le quatrième dans ça là, on peut dire que c'est le meilleur du reste. Mhm. Donc, pour moi, Charles Leclerc, ça a été une belle performance. Et puis, ben, peut-être t'es peut-être déçu, même si tu l'aimes pas, le gars, mais t'as quand même un pari. Esteban Ocon qui a réussi à faire une cinquième place. Ça, c'est toute une qualification de la part du bon vieux Esteban dans une Az. Ouais, chapeau à Haas, hein, parce qu'ils ont les deux voitures dans le top 7 là. Pas C'est d'amélioration en fin de semaine, on l'a dit. extraordinaire pareil, Ouais. là. Je m'attendais pas à ça du tout, du tout. Esteban Ocon, cinquième. Après ça, Carlos Sainz avec sa Williams, sixième. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu là, Sainz. Là. Il est plus dans une Ferrari, puis il réussit quand même à être sixième. Disons que ça va lui faire du bien. Ça va faire du bien à Williams aussi. Peut-être que ça va montrer que les améliorations fonctionnent bien. Ça n'a pas été aussi facile pour Alex Albon, mais quand même, un autre qui fait très, très bien aussi. J'ai aimé le travail d'équipe des deux voitures AS. On le dit, Ouais. l'aspiration à Spa, même si la voiture est 7 secondes en avant de toi, tu peux quand même bénéficier de l'aspiration. Tu sais, comme quand tu parlais tantôt, justement, de bien négocier les virages, puis à quel point tu peux te retrouver à la merci d'un de tes adversaires. Donc, même là, quand la voiture est beaucoup plus loin que nous, le 7 secondes, normalement, sur un autre circuit, tu la vois même pas. Mais là, tu peux quand même soutirer un avantage, puisque cette voiture-là va te servir quand même de bouclier face au vent. Donc, Berman, on a fait ce travail-là, cette étude-là du côté de Ocon et Berman. Justement, As aussi, un peu à la Verstappen, on avait mis moins d'appui aérodynamique sur la voiture, puis on a réussi à faire quelque chose. Donc, chapeau à cette écurie-là, mais surtout à leurs deux pilotes. Septième pour Berman. Huitième pour Pierre Gasly, le bon vieux, je vais pas dire vieux parce qu'il n'est pas si vieux que ça, mais Pierre Ce Gasly. bon vieux Pierre. Bon vieux Pierre, bon vieux Ocon, c'est pas des vieux, mais quand même, ils font On les partie a depuis d'un, quelques années, là. c'est ça, ils font partie d'une autre génération, c'est pas des recrues. Gasly, vraiment, il donne le meilleur de sa Alpine. Là. Il fait du très, très bon travail. C'est tout un pilote, Pierre Gasly. Là. Il nous le prouve depuis déjà quelques semaines déjà. Depuis le début de l'année, depuis quelques années. Donc, très, très belle qualification encore de sa part. Surtout dans une Alpine. Moi, je sais que je me répète souvent, mais on le dit qu'on a un déficit moteur de 15. Mhm. Et je pense que c'est exagéré le 15, mais même si on a 5 ou 10% de déficit moteur sur un circuit comme Spa, Comme Spa, ouais. c'est ça, de réussir à t'en sortir. Tu sais, c'est un tour d'une minute 40 là. Si t'as pas, si t'as un désavantage ou un handicap groupe motopropulseur pour te pousser en haut de la montagne, tu sais, on pourrait dire quasiment, lui, il perd du temps quand il monte, ça va bien quand il descend, il a hâte de recommencer à descendre pour avoir un certain élan, mais quand même, de dire, réussir à te positionner là, c'est chapeau, là. Je sais que il a récolté 100% des points de son écurie cette année. Euh, Ben c'est oui. puis le pire, là, montrer la parité de la Formule 1, tu sais que c'est jamais arrivé après une moitié de saison qu'une écurie soit dernière et ait accumulé autant de points que Alpine l'a fait. Je ne savais pas ce fait-là. C'est C'est fou, très hein? intéressant. Quand tu penses à ça, c'est la meilleure dernière Avec équipe. 19 points, ben oui, parce que souvent c'est C'est du ça? zéro. Hein, ceux qui sont derniers sont C'est zéro. ça. Ils ont un point qu'ils ont réussi à décrocher à droite à gauche. Fait que quand même, tu te dis, mais c'est tout Oscar Pierre, pas Oscar Piastri, je sais pas où je m'en vais avec ça. C'est tout. Oscar Gasly et Pierre Piastri. Pierre Piastri, ça, je suis en train de faire des mélanges. C'est tout à l'honneur de Pierre Gasly qui, à l'image de Max Verstappen, tient son écurie à bout de bras. Vraiment, vraiment, je sais pas s'il fausse les données pour les ingénieurs parce que il va chercher tellement des performances qui ont rien à voir avec ce que Colapinto peut faire. On va lui donner une chance quand même, un pilote qui a pas beaucoup d'expérience, mais ça a tellement rien à voir avec ce que les autres font dans la même voiture que lui qu'à un moment donné, tu te dis, hey, tu si pire que ça, notre auto, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Oui, on a des améliorations à faire, c'est évident, parce qu'on est dernier, mais quand même, c'est ça. C'est qu'il y a des fois, tu as l'impression qu'il y a des lueurs d'espoir, puis après ça, le week-end d'après, c'est plus difficile. Je l'attendais pas là parce que dans les séances d'essai libre, je trouvais que ça avait l'air pénible pour eux autres. Ensuite, lorsqu'on continue de regarder, ben là, je nomme des pilotes comme Ocon, je nomme Saint, je nomme Berman, je nomme Gasly. Adjar, ben lui, c'est peut-être plus un habitué. Neuvième, belle performance aussi. Après ça, j'arrive avec Gabriel Bortoleto, qui est tout un pilote, Ben vraiment. oui. Dixième, et là, le monde va commencer à dire, sont où les Ben oui. personnages qu'on connaît d'habitude, là? Ben, on va en venir. Il s'est passé des choses pour ça qui sont pas là. Bortoleto, je le disais, là, depuis le début de l'année, c'est de valeur. C'est le champion de Formule 2, mais il n'y a pas la voiture nécessairement pour
aller jouer avec les Hadjar, les Antonelli, les Berman. Mais là, il est en train de me faire mentir. Il est en train de trouver un moyen, ou plutôt Jonathan Whitley et Mattia Binotto Mhm. commencent à lui donner les moyens de montrer ce qu'il sait faire, de ne pas passer inaperçu. Vraiment, là, les deux dernières courses en Formule 1, c'est les pilotes de Stack Sauber qui ont remporté le pilote du jour. Puis Bortoleto, s'il réussit à faire un top 10 en fin de semaine ou même dans la sprint, on pourrait encore avoir un pilote de l'écurie vert fluo là, être nominé par les partisans. Oui, ben en fait, spectaculaire pour Bortoletto. Est-ce qu'il est en train de s'inviter dans la conversation de recrue de l'année? On le sait pas, mais j'entendais des détracteurs de Bortoletto. Je suis comme non. Non, Bortoletto, à date, fait très bien. L'auto était vraiment pas performante en début de saison. Il semble trouver une bonne recette et il fait le maximum avec l'équipement qu'il a. Puis, tu sais, on a Adjar, Bortoletto, Adjar, on s'est comme habitué de le voir là, mais n'empêche que c'est très bien ce qu'il fait là avec ben la oui. Racing Bull. Mais Bortoletto, dixième, chapeau. Écoute, il est à deux positions des points pour demain. Euh, souhaitons-lui d'aller en chercher. Ça sera au pire au détriment d'Esteban Ocon. Pour que- Mais bon, non, non, puis j'ai rien contre Esteban Ocon, by the Non, non, way, là. C'est juste pour. il y a un pari Il y a derrière juste le ça. pari derrière ça, là. C'est ça. Tu veux pas être Donc, obligé de voilà. payer. C'est quoi, c'est des côtes levées ou quelque Ah chose non, comme non, ça? c'est un apéro lors Ah, de souper l'apéro. Ah, bénéfice, là. Non, non, c'est je vais le ça. payer l'apéro. Je vais être bien heureux de le payer si c'est le cas. Ensuite, c'est ça, Lawson, 11e. On dit, Lawson aurait probablement dû être 10e, mais grâce au brio de Bortoleto, ben, il se retrouve plutôt à l'extérieur. Il s'est fait expulser de la Q3, donc on va plus se rendre là, donc 11e. Après ça, moi, je parlais de ça avec un ami qui m'a appelé là, pendant que je faisais la préparation pour le podcast. Tsunoda, 12e. Puis là, j'entends des gens dire, ah, au moins, tu sais, comme, pas bravo, mais quasiment comme, on commence on commence à baisser les critères de ce qui est acceptable, de dire, ah, comme 12e, c'est correct. Moi, dans ma tête, je veux pas en arriver là. Je suis pas, je faisais la même chose avec Perez. Je peux pas arriver. Je comprends que c'est pas aussi pire qu'être 18e, mais c'est pas ça. Tu peux pas être 12e. Puis même si t'as pas les améliorations que Verstappen a, t'es pas supposé d'être devancé par Lawson, t'es pas supposé d'être devancé par Bortoleto. Puis Adjar, on l'a dit, tout son talent, mais quand même, je pense pas. Puis Gasly, puis Berman, je veux pas arriver là où ce qu'on vient, que si on accepte la médiocrité parce que ça va tellement mal que là, quand t'es rendu 12e, on applaudit ce que tu fais. Puis je pense que Tsunoda t'es comme déchiré entre les deux. Il essayait d'être positif en entrevue, puis en même temps, des fois, on dirait qu'il rebaissait les yeux puis qu'il se rendait compte, ben, c'est une uniforme Red Bull que j'ai sur moi. Fait que, tu sais, on dirait que c'était déchirant. Toi, tu penses quoi de ça? Ah ben, moi, je me contente, je peux pas me contenter d'une douzième place d'une Red Bull. Tu sais, Tsunoda, j'ai envie de construire le coin des sympathies pour Yuki Tsunoda. On espère qu'il va être un peu plus confortable avec l'arrivée de Laurent Mekies, mais on peut pas se contenter de ça. J'imagine qu'il n'y a pas les mêmes réglage que Max Verstappen. Il a dû demander des ailerons plus braqués que ce que Oui. Verstappen a comme il le fait d'habitude. Il doit générer beaucoup de traînées, là, rendu là. Écoute, non, on peut pas. C'est pas normal que ce pilote-là soit là, mais en même temps, c'est le fameux deuxième volant Red Bull. Qui va être capable de conduire cette Red Bull-là et au moins d'avoir au moins top 8, tu sais, au moins d'être dans les Ouais. Au moins top de se 10 au garder pire. C'est c'est ça. ça, tu sais, dans les quatre grandes écuries, non, honnêtement, c'est décevant. Puis ce qui me dérange, là, François, c'est que t'as pas Russell, t'as pas Alonso, t'as pas Non, non, Albon t'as au pas pire, ceux-là, t'as oui. pas Hülkenberg, t'as pas Hamilton, t'as pas Antonelli, mais toi, t'es quand même 12e. Et c'est C'était tout. sa chance là, d'aller plus haut, là. Ben c'est ça, puis on le voit, là, ceux qui ont pris, la porte était grande ouverte, puis c'est pas toi qui l'as pris, c'est tous les autres qui ont passé en avant de toi que j'ai nommé tantôt. Mhm. Moi, pour moi, c'est pas, je suis pas capable de trouver beaucoup de positifs de la part de Yuki Tsunoda aujourd'hui. Dans l'entrevue, en plus, il mentionne que il y a comme un manque d'appui. T'en as plus que l'autre. Tes ailes sont braquées, fait que ça ajoute à dire. En tout cas, ok, c'est ça. Non, non, Yuki Tsunoda. Mais je l'ai vu en entrevue, il était déchiré. On dirait qu'il essaye Ah de pas trop se tomber ouais, dessus, mais il savait pas quoi dire. Il savait pas sur quel pied danser, le pauvre Yuki. il avait l'air désemparé, ça, c'est certain. C'est ça. George Russell, 13e. T'as bien fait tantôt. Tout le sable, la gravelle, où Oh mon Dieu, qu'il y en avait. ouais, il y en avait, puis ça l'a gêné. Ça a gêné George, oui, en Q1, puis en Q2. Après ça, on s'est rendu compte qu'il y avait il a abîmé sa voiture. C'est ce qu'il a dit en entrevue après. Comme quoi qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un. Ben, c'est ça que la voiture était endommagée. J'imagine, je prends pour acquis que c'était sur le plancher ou en dessous de la voiture. Donc à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que il pense que ça explique pas tout.
mais que ça pourrait avoir une certaine explication au problème qu'on aurait eu aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, George Russell avait remporté le Grand Prix de Belgique, mais il s'était fait disqualifier. Tu te rappelles de sa Oui, super oui, 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 performance? c'était Hamilton qui avait eu la victoire finalement. Exactement, mais quand même, c'était un doublé. Ça a été retiré là, sur les statistiques, mais c'était quand même un doublé Mercedes au fil d'arrivée. Tu Mhm. avais Russell premier, Hamilton. Là, on arrive qu'on a George qui est 13e un an plus tard. Et puis, on a Kimi Antonelli qui est 20e. Parce que ça n'a pas été facile pour lui, on l'a dit, perte de Non, contrôle. vraiment pas, là. Ouais, perte de contrôle, le pauvre Kimi. Ça fait partie du métier. C'est gros, hein, une première moitié de saison en Formule 1. On commence peut-être à voir justement les résultats de tout ça, même si on sort de 2 semaines de vacances. C'est un circuit qui est quand même assez complexe, pas aussi, mais quand même 20e pour lui. 14e pour Alonso. Je pense pas que les Aston Martin, c'est vraiment leur position d'être là, surtout avec toutes les améliorations qu'on a apportées en fin de semaine. Le fait qu'on se donne pas du côté d'Aston Martin. On a dit plus jamais on va apporter des améliorations lors d'un week-end sprint parce que on a de la misère. On n'a peut-être pas les éléments ou les outils encore pour comprendre ce qu'on fait lorsqu'on apporte quelque chose, lorsqu'on fait des changements à la voiture, comprendre comment faire réagir ça par rapport à ce qu'on a à l'usine. Puis ça nous a causé des problèmes par le passé, puis là, on l'a refait. Fait que c'est sûr qu'avec une séance d'essai libre, ben, ça semble clair qu'on s'est trompé. Reste à voir si on a une deuxième chance parce que le parc fermé va être rouvert après la course sprint demain. Donc, j'ai hâte de voir la prochaine séance de qualification si on est capable de trouver quelque chose là, ou du moins faire le contraire de ce qu'on a fait aujourd'hui, puis trouver une meilleure direction. Albon, ben, j'ai l'impression qu'il va faire ce que Sainz a fait parce que ça a bien marché pour Sainz, mais lui, il se retrouve 16e, et 17e pour Hülkenberg, un autre. Il va peut-être faire ce que Bortoleto a fait. Après ça, Mhm. 18e pour Hamilton. Bien, lui, ce qui est arrivé, c'est que moi, je trouve que ce virage-là, là, quand que je vais sur les simulateurs, tu me diras Ouais, qu'est-ce que toi t'en penses, là, où ce qu'il a, c'est la même place où ce que notre ami Antonelli aussi a perdu le contrôle. C'est drôlement important de bien contrôler ce virage-là, parce qu'après ça, t'es foutu pour le reste du tour. C'est lorsque tu arrives, là, lui, c'était à Stavelot. Stavelot, exactement. Ouais, C'est le nom de la ville, là, justement. Tu sais, ouais, comme on dit, exactement, ça ouais. passe plusieurs villages, tout ça. Lorsque Ouais. tu arrives à Stavelot, si tu négocies pas bien ça, ta sortie après ça, puis ton enchaînement de la ligne droite, un peu comme on dit au début, là, dans le secteur 1, ça peut se reproduire là. Mais là, embarque un peu trop sur le vibreur, une petite perte de contrôle. Puis après ça, ce que ça fait, c'est que là, d'après moi, il est en rattrapage, a peut-être voulu freiner plus loin à la chicane de l'arrêt d'autobus, Ouais. un de mes noms de virage ou de chicane favoris, à la chicane de l'arrêt d'autobus. Et il a voulu peut-être peser un peu trop fort sur le frein, après ça, rétrograder les vitesses. On dit que c'est probablement un problème avec la boîte de transmission, comment que c'était configuré. Ce que ça a fait, c'est que ça a barré l'axe arrière. Et puis là, dans ce moment-là, ben, le derrière vient passer en avant de toi, puis a perdu le contrôle. Puis là, c'est fini parce qu'on a un train de pneus, le train est bousillé, puis tu n'as plus le temps de relancer un Ouais. tour. Donc, Ben, en même temps, ça a créé un drapeau jaune. oui, Déjà en partant, on a vu que ses pneus étaient complètement, excuse-moi, en bon québécois, toastés, là. Et oui. il a fait des méplats. Puis oui, j'ai trouvé, ben, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas de Formule 1 dans ma simulation en ce moment. Donc, j'ai trouvé qu'il a freiné quand même très tard. Puis, par contre, une chose qui m'a toujours impressionné, c'est à quel point une Formule 1 peut freiner tard. Puis ça, Mhm. je l'avais vu avec Verstappen à Suzuka parce qu'il freinait beaucoup plus loin, exemple, que mon point de repère. J'ai comme, ah ouais, hey, il freine là, ouais, il freine vraiment loin. Là, oui, on l'a entendu, Anthony Hamilton, Davidson, pardon, disait, on entendait un petit bruit là avec la transmission. Ça se peut qu'il y ait eu un souci aussi rendu là. Puis ça, c'est une chose que peut-être les gens qui sont moins familiers avec la course automobile là, le savent pas, mais oui, quand tu rétrogrades normalement, ça va avoir l'effet on va dire, de barrer l'axe arrière. Souvent, ce que les gens font dans les séries comme le GT ou les autres, ils font ce qu'on appelle des rev match. Donc, ils vont aller, ils vont donner un peu de gaz pour que les révolutions montent pour enlever cet effet-là de barrer les roues. Mais en Formule 1, on n'a pas le temps de faire ça. Il y a pas, tu sais, c'est pas du tout la même chose. C'était ça à l'époque. Sauf que c'est l'électronique qui fait tout ce travail-là. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Hamilton. Est-ce qu'il y a eu un problème justement avec la boîte de vitesse, tout ça, et que ça a créé ça, ou il a tout simplement freiné trop tard et ça a causé ça, ou un mélange des deux. On va peut-être en savoir plus là, demain dans les émissions d'avant-course là, avec les explications ou avec les nouvelles qu'on pourra avoir sur les sites. Je pense que la meilleure façon que les gens peuvent se reconnaître à ça, c'est pas ça qu'il a fait, là, mais ça peut donner la sensation qu'il a mis le frein à main.
Ouais, ben Dans le c'est sens ça, que ouais, c'est exactement ça. c'est ça, l'arrière est complètement barré, puis là, Ouais. t'arrives à pleine vitesse, tu mets le frein à main, essayez pas ça à la maison, là. Ah non. Puis là, ben là, tu essaies de freiner quand même, mais c'est sûr que le derrière vient complètement lousse, puis là, à la vitesse que tu vas, tu perds tout. Ben, si vous Euh, voulez voir quelque chose, là, Ayrton Senna là, sur YouTube fait un tour de Suzuka avec une Acura NSX avec ses sandales, ses loafers. Et on le voit faire du heel toe qu'on appelle du talon pointe. Là. Donc, il fait du rev match. Là. Les révolutions avec un petit coup de gaz, il ne faut pas qu'il rétrograde une vitesse. C'est de toute beauté de voir ça aller. Puis ça, c'est un art qui se perd là, avec la course futuriste dans laquelle on se trouve. Ah, qu'il y en a des vidéos sur Stena sur Internet, il y a Incroyable. des heures de plaisir. Ouais. 19e pour Franco Colapinto. Lui, il y a un peu moins de vidéos sur Internet, mais Franco Colapinto, 19e et Antonelli 20e dans les circonstances qu'on avait expliquées. C'est ce qui conclut là, tout notre rapport qu'on faisait sur le week-end de course. Il nous reste 20 secondes pour dire prédiction pour la pole, la pole de la prochaine qualification. Est-ce que tu y vas avec Piastri à nouveau? Puis labellait une petite surprise vite, vite là, qui pourrait arriver dans les séances de qualification. Piastri encore en pôle et je vais mettre Alonso qui va faire un top 10. J'y vais aussi avec Piastri en pole. Je serai pas original pantoute. Puis j'ai l'impression qu'on va être capable de mettre au moins une Aston Martin aussi dans le top 10 avec tout ce qu'on a apporté. Alonso, tu fais bien de dire, il va trouver une manière. Donc, identique avec toi. Pas d'originalité pour moi. Donc, Et de la pluie en fin de semaine. oui, ça va être quelque chose. Il va falloir qu'on prenne les bons rapports dans la qualification, puisque dimanche, on va avoir de la pluie un peu partout. Donc, on pourra pas être aussi téméraire du côté de Verstappen et Non. mettre moins d'appui, parce que sinon, ça va être un copier-coller avec Silverstone lors de la course dimanche. Merci beaucoup encore une fois, François Goulet. Je te souhaite un excellent week-end de course. Je suis persuadé que tu vas en avoir un. C'est pas Francorchamps. On peut pas se tromper avec de la pluie en plus, là. C'est pas mal la recette parfaite. Ben, merci à tous, bonne fin de semaine et je souhaite encore un Antoine Daly pour la colorée pour l'hymne national au grand bonheur de George Russell et Fernando Alonso. Ah, pas lui. Oui, ça, c'est le gars avec le One Piece, là, pour les gens qui Avec s'en rappellent pas. les lunettes en flammes, là, Le oui. faux Elton John. Ah, c'était incroyable. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 25 juillet. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course à Spa-Francorchamps. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X-Twitter, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.